C'était à 3 ou à 3, 3 Sur le 3 ou au 4? J'ai une question. Est-ce que des gens parmi vous ont déjà fait le kata du guide Hydrosine? Vous avez le droit de lever la main. Le 4 en question. Le kata en question. 3, 4, 3, 4. Ok. J'ai appuyé sur démarrer l'enregistrement. C'est cool. Donc, on va coder ce soir. On va coder un truc à partir de Code Legacy. Le thème de ce live coding expérimental, c'est du Code Legacy. Donc, c'est des gens gentils qui ont créé ce kata qui est intéressant parce qu'il est ni trop simple, ni trop compliqué pour expérimenter quelques bonnes pratiques du Legacy. Donc, vous pouvez aller sur le GitHub d'Emily Bash, ou je ne sais pas comment on prononce, mais c'est une des personnes qui fournit le plus de kata d'entraînement de code. Et vraiment, elle en a plein dans tous les langages, notamment celui du guide Hydrosine qui est dans vraiment plein de langages possibles. Alors ce soir, on va le faire en Java, parce que moi, je sais faire que du Java. Non, c'est pas vrai, je l'ai déjà fait en Python et en JavaScript et en C#, je crois, mais je préfère le faire en Java quand même. Donc, le principe du truc, c'est qu'il y a même un petit laïus qui explique la situation. Donc, Gilded Rose Inn, c'est une auberge. Alors, je pense que c'est dans le monde de World of Warcraft, si je dis pas de conneries. Il y a plein de mots qui ont l'air de ressembler à du WoW. J'ai jamais joué à WoW, donc je dis certainement n'importe quoi. Mais le principe, c'est une auberge, mais qui en plus vend des produits à son auberge. Et ils vendent un certain nombre de produits et ils utilisent un logiciel pour calculer la qualité de leurs produits au fur et à mesure du temps. Et donc, le logiciel en question a été développé par un sagouin qui est parti depuis. Non, alors, moi, j'aime pas cette présentation. Pour moi, ça a été développé par quelqu'un à qui on a donné des règles métiers au fur et à mesure. Et lui, il a codé ses règles métiers au fur et à mesure. Il n'a pas cherché à comprendre le métier. Ou alors, on ne lui a pas transmis le métier en question. Mais en gros, il a fait avec les moyens du bord. Et du coup, les trucs qu'il y a à vendre dans cette auberge, ils sont assez simples. Et c'est des items, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français, des items par exemple. Et par contre, ils ont deux propriétés particulières. Ils ont un sell-in qui est en gros le nombre de jours qui reste avant la fin de vente du produit en question. Je n'ai pas trouvé de traduction plus simple que ça. Mais le nombre de jours jusqu'à la vente, jusqu'à l'expiration, on va dire, du produit. Et l'autre propriété, c'est la qualité, qui est la valeur que vaut le produit en question. Et donc, à la fin de chaque journée, la qualité diminue en fonction d'un algorithme, et le nombre de jours, forcément, diminue. Et l'algorithme en question, il est assez simple, c'est que voilà, la qualité et le nombre de jours diminuent, sauf pour un certain nombre d'items particuliers, de produits particuliers. Déjà, il y a une règle de base, c'est qu'une fois que la date d'expiration est passée, la qualité dégrade 2 fois plus vite. C'est normal, c'est expiré, donc ça se dégrade 2 fois plus vite. Par contre, la qualité peut jamais être négative. Il y en a qui sont particuliers. Il y a du vieux camembert qui, au contraire de descendre sa qualité, il va augmenter sa qualité au fur et à mesure. Et même une fois que la date d'expiration est finie, il va aller encore plus vite. Encore une autre règle métier qui est tombée comme ça, un peu au hasard, c'est que la qualité ne peut pas dépasser les 50. Sulfura, c'est un truc un peu particulier, c'est un item légendaire, donc il ne peut pas être vendu et de toute façon, sa qualité, elle ne bouge jamais, son saline ne bouge jamais. En gros, il est immutable. Et il y a d'autres trucs. Le Backstage Pass, c'est un pass pour rentrer dans un concert. Alors, sa qualité augmente plus on s'approche de la date du concert. Par contre, une fois que la date du concert est passée, forcément, il ne vaut plus rien. Et du coup, voilà, donc ça, c'est la présentation des items. Vous allez voir le code derrière. Et le truc, c'est que le développeur est parti et donc ils m'ont embauché pour rajouter un nouvel item à gérer avec des règles un peu particulières. C'est que c'est Conjured Mana Cake, je crois que c'est un gâteau, voilà, qui lui, sa qualité se dégrade 2 fois plus vite que les autres items. Donc il faudrait rajouter ces règles-là. Il y a une petite règle en particulier qu'on va certainement pas respecter, c'est que il y a du code, c'est le Gilded Rose, c'est le code du métier de notre logiciel. Par contre, il y a le code de la classe item qui existe et ça nous appartient pas, ça appartient à des gobelins qui viennent nous casser la gueule si on touche à ce bout de code là. Donc voilà, j'ai présenté rapidement le truc et du coup, on va montrer le code correspondant. Le code correspondant, il est là. Vous voyez, on n'arrive même pas à l'afficher dans un écran. Alors, je suis en mode présentation, donc c'est un peu zoomé.
Mais ce qu'on peut voir directement, c'est que bon, il y a de la complexité cyclomatique avec plein de if avec des notes. Il y a le nom des items qui apparaît de temps en temps. C'est un peu le bazar. Quand on arrive sur ce genre de code-là et qu'on est junior ou on s'en fout, mais un peu naïf, ou qu'on nous laisse pas le temps de comprendre le métier, quand on nous dit de rajouter un nouveau truc à gérer dans le produit, c'est que on sait que bon, il y a une méthode ici. Et ah oui, je vous ai pas dit, c'est qu'il y a pas de test. Évidemment, ça serait trop simple. Si on regarde, il y a une classe de test, elle est cool, mais elle fait ça. Donc si il y a un test avec un assert quand même dedans. Bon, il y a un fix me, donc on peut la lancer. On va regarder. A priori, ça passe pas. Bon, on s'attendait à fou et on a fix me. Bon, mais en gros, de toute façon, la vérification, on vérifie juste le nom de l'item qu'on a passé en paramètres, sans vérifier le selling et la quality. Or, c'est notre algorithme, a priori, il est là pour bouger ça. Donc, ce test, il sert pas à grand-chose. À côté, il y a un autre truc, c'est une test fixture qui n'est pas un test, parce que ça a une méthode main avec un système out qui fait un petit peu peur. Et par contre, il a l'air de passer vraiment des objets avec des données, et en sortie, il fait juste du système out.println. On peut le jouer. Alors, ça pourrait nous donner des indications. Donc, effectivement, on a les données en entrée, puis on a les données en sortie. Ça pourrait être une indication, mais c'est pas des tests unitaires. Du coup, quand on arrive sur ce genre de choses-là, on est bien embêté. On n'est pas couvert par les tests et on a du code qui, sur le papier, en tout cas de notre point de vue, est assez dégueulasse et assez incompréhensible. Donc, c'est ce qu'on appelle globalement du code legacy. On peut pas nier, c'est du code non testé, du code par contre qui contient la vérité, sur l'énoncé qu'on montrait tout à l'heure. Le code il marche, c'est la logique métier est respectée et du coup on est vraiment dans la définition du legacy. C'est, je crois que c'est Jet Weinsberger qui disait que le code legacy c'est du code qui apporte de la valeur mais qu'on a peur de changer. C'est effectivement on a peur de le changer parce que si je change un truc ici, je mets un moins par rapport à un plus, je sais pas ce qui va se passer. Et du coup, ce que font les gens en général quand ils arrivent sur ce genre de cas-là, on leur demande, il faut rajouter un nouveau cas. Il y a un nouvel item, c'est le Conjured Mana Cake qui arrive. Il faut le rajouter au système. Je veux pas toucher l'existant. Ce que je vais faire, c'est je vais rajouter un if. Je vais prendre le item de i.name equals machin mana cake, donc je crois que ça s'appelle conjure mana cake. Et puis là, je vais rajouter mon bout de code à moi, et puis le reste, je vais mettre dans un else. Globalement, c'est ça que les gens font. Ils font comme ça, ils vont rajouter une accolade quelque part. On n'est pas sûr de la mettre au bon endroit, mais bon, on pense qu'on n'a pas touché l'existant. On n'a aucune certitude là-dessus parce qu'on n'a aucun test pour le vérifier. Mais dans le doute, c'est le moins pire qu'on pourrait faire, c'est ça. Et c'est là où on rajoute de la merde à la merde. Globalement, on empile de la merde sur de la merde existante. Et ça, je l'ai vécu dans des projets. Petite spéciale dédicace à certains projets. Mais pour le coup, pour parler de ce projet en question, c'était notamment sur un sous-projet d'un projet global dont je tairai le nom, mais qui notamment calculait le bonus écologique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du bonus écologique pour les voitures. Et il y a la notion de loi réglementaire qui tombe chaque année parce qu'il y a un nouveau ministre de l'écologie qui arrive, ou il y a un mec un peu chaud qui dit ouais, il y en a marre, le diesel c'est pas bien, ou tout d'un coup en fait si le diesel c'est bien, mais finalement c'est plus très bien. Donc chaque année il y a une nouvelle loi qui arrive et avec des dates d'application. Alors les trucs vendus entre 2015 et 2012, il faut appliquer ce truc-là, etc., etc. Donc il y a vraiment tout un pan de nouvelles règles qui apparaissent. Mais par contre, les règles existantes, elles doivent pas être changées. Donc, ce qui était fait sur ce projet-là, vu qu'il n'y avait aucun test et que les règles arrivaient à la dernière seconde parce que le ministre de l'écologie avait été nommé en février et que la nouvelle loi devait passer en mars, et bien, ce que je faisais les gens, ils mettaient un gros bloc if pour la nouvelle date, ils laissaient tout le reste de la merde dans le else et ils rajoutaient la règle dans le if. Mais il faut pas en vouloir aux développeurs. Eux, on les a mis là. Souvent, c'était des développeurs JavaScript qui se retrouvaient sur un projet Java qui était intestable en plus pour plein de raisons X ou Y. Du coup, ils devaient faire ce boulot-là. Et
Et on est vraiment arrivé dans des situations, mais là, ce bout de code, il fait une 60aine de lignes, mais là, c'était des if avec à l'intérieur, je sais pas, 600 lignes de code, peut-être, avec vraiment aucune séparation, aucun test. Un jour, on va faire du code, hein, je te promets. Est-ce que quelqu'un a un chargeur en prise pour brancher un truc USB Ah, cette fois. Bon, par contre, pendant ce temps-là, j'annule ce que j'ai fait, parce que je ne sais pas mon code. Et donc, je reprends. En fait, une manière d'aborder ce genre de choses, on a envie de changer du code. Il y a du code qui serait un peu facile à changer, mais on est un peu frileux parce qu'on a peur de casser des choses importantes. Et donc, le principe de base qu'on peut appliquer dans ce genre de cas-là, c'est le principe du Golden Master. Est-ce que des gens n'ont pas entendu parler du principe du Golden Master? Non, tout le monde connaît le principe du Golden Master? Vous êtes 2-3. Le Golden Master, c'est en fait... On considère que le code existant, c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce qui est juste. Et par contre, on ne sait pas aller faire des tests facilement sur le code existant parce qu'il y a des singletons, des trucs statiques, des trucs finals qu'on n'arrive pas facilement à extraire, facilement. Du coup, le code est très fragile. On a peur de le casser en le modifiant. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il est la vérité, on va le considérer au départ comme une boîte noire. Normalement, dans la pyramide des tests, en fait, on fait beaucoup de tests unitaires, des tests d'API et puis des tests d'intégration le moins possible par l'extérieur et des tests d'UI encore moins. Donc, accéder par l'extérieur, on évite de le faire parce que c'est fragile, parce que c'est volatile, c'est difficile à maintenir. Et justement, avec la technique du Golden Master, on va faire l'inverse. On va inverser la pyramide de tests. On va commencer par faire des tests qui passent par les extérieurs du système, par les entrées-sorties du système, injecter le plus de données possible et enregistrer en sortie ce qui sort par rapport à ce qu'on y met en entrée. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, tu mets des pinces crocos autour de ta boîte noire, tu enregistres en entrée, en fonction de ce qui est en entrée, tu prends ce que ça génère en sortie et tu considères que ça, c'est ta vérité à un instant T, c'est ça que fait le code à un instant T. Et à partir du moment où tu as ça, dès que tu changes quelque chose dans le code, tu fais du refactoring dans le code sans changer la logique métier, normalement, tu ne dois pas casser ce Golden Master. Et donc, quand tu fais des modifications de refactoring, tu rejoues ton Golden Master pour vérifier que tu n'as rien cassé. Et petit à petit, tu peux rendre ton code testable par des opérations de refactoring que tu fais en sécurité parce que tu as le Golden Master, pour à la fin essayer de te débarrasser du Golden Master. Une fois que tu as rendu le code testable et que tu as mis les tests sur ton code, tu peux plus facilement te débarrasser du Golden Master pour retourner la pyramide de test. Donc c'est ça le principe. Et là, ça s'y prête assez bien. Le truc, c'est que on a vraiment une classe en entrée qui prend des choses sur lequel on va modifier les items. Visiblement, on fait des setters on mute les items. Donc, les objets en sortie vont être modifiés par notre méthode. Donc, on est capable de récupérer le résultat en sortie de ce truc-là. Alors, je ne vais pas faire 1000 ans sur le Golden Master parce que je l'ai préparé, j'avoue. Si tout va bien, ça va arriver. Donc, nos tests unitaires, ils servaient à rien, donc je les ai virés. Par contre, je les ai remplacés par un test de Golden Master qui s'appuie sur un outil qui s'appelle Approval, qui est un outil qui sert justement à générer des Golden Master. Ce qu'il fait, c'est que quand tu lui passes des choses en entrée et que ça génère des choses en sortie, il est capable d'enregistrer ce snapshot de ce qui s'est passé. Et après, il peut les enregistrer dans un fichier. Et à chaque fois que tu vas rejouer le test, il va vérifier ce qui a été enregistré par rapport à ce qui est généré la fois d'après. Bon, encore une fois, je ne vais pas faire un cours sur Approvals, mais en Java, en C++, dans plein de langages, il existe cet outil-là. Il est assez pratique pour justement vraiment enregistrer le Golden Master. Il a notamment une fonction qui est intéressante qui permet de générer plein de combinatoires à partir de plein de paramètres en entrée. En fait, la méthode Verify All Combination de Combination Approvals, tu lui dis quelle est la méthode que tu vas exécuter. La méthode qu'on exécute, elle va renvoyer quelque chose et c'est ça qu'on va enregistrer dans un fichier. Et on va l'enregistrer pour chacune des combinaisons des paramètres d'entrée qu'on va lui passer. Donc là, on avait parlé d'un ensemble de types d'items, donc HBUI, Backstage Pass, Sulfurase, plus des items de nom quelconque.
Je ne mets pas encore le conjura mana cake, celui que je dois rajouter après, parce que pour l'instant, il n'est pas géré dans le code. Donc pour l'instant, je mets tous les types d'items connus. Et après, je mets en entrée aussi dans les cell-in un range de -1 à 100, comme ça je couvre vraiment. C'est-à-dire que pour chaque élément qu'on va passer en entrée, on va essayer d'appeler la méthode checkItem avec de -1 jusqu'à 100. Et pareil pour la qualité de -1 jusqu'à 100. Donc ça fait une combinatoire assez extraordinaire de tests qui vont être générés. Et donc la méthode qu'on lui passe à exécuter, c'est elle prend en paramètre un item qui a été créé d'abord, le cell-in et la qualité, et donc elle fait toutes les combinatoires là-dessus. Elle renvoie juste l'item, oui, ça c'est juste le nom de l'item, on crée un item dedans, on applique justement, on exécute notre code avec la fameuse méthode update quality, et après on renvoie le premier item généré. De toute façon, il n'y en a qu'un à chaque combinaison. Il y a juste un truc qui est important, c'est qu'en sortie, bon, je vais l'exécuter, il va planter la première fois parce qu'on n'a pas enregistré notre référence. Donc si j'exécute Guilded Approval Test, on va y avoir un truc rigolo, c'est qu'il va me lancer VS Code pour la comparaison entre l'ancien et le nouveau. C'est que j'ai pas réussi à configurer le diff dans IntelliJ. Dans Approval, normalement, il propose un certain nombre de reporters spécifiques IntelliJ, et j'ai essayé de les activer, j'ai pas réussi. Bon, c'est my bad. Donc vous voyez qu'en fait, à gauche, ça c'est ce qui a été généré lors de l'exécution de mes tests. En fait, il a pris en entrée pour chacune des entrées, il a appliqué la méthode update quality et il a généré un truc en sortie. Moi, ce que je m'attendais à avoir, vu que j'avais pas encore configuré mon Golden Master, ben c'est rien. Donc en fait, ici, vous allez voir que il a, je vais virer ça, il a généré deux fichiers. Un fichier qui est le received, ce qu'il a reçu, et ce qu'il attendait à avoir. Comme je lui avais encore rien dit, il n'avait rien dans ce qu'il attendait à avoir. Donc en fait, la première fois que j'exécute mon Golden Master, je lui dis, ben, ce que tu as reçu, c'est ce que tu t'attendais à avoir. OK ? Donc ici, je l'appelle approved. Ça, c'est la convention. Il y a même des reporters qui permettent de générer en bas la commande avec le move pour remplacer le fichier automatiquement. Donc maintenant, ça, c'est vraiment ce que je m'attends à avoir quand je vais exécuter mes tests. Si je rejoue mes tests tels que je les ai exécutés, normalement, ça devrait être au vert. Du coup, c'est au vert, effectivement. Il a généré un texte en sortie qui correspond exactement à ce qu'il attendait. Donc, c'est bon. Si je vais voir mon code et que je l'agrandis complètement, par toi, si, par exemple, je fais un changement dans le code, je remplace un -1 par un +1, si je rejoue mes tests, normalement, il devrait planter. Parce que, a priori, il y a des chances qu'il soit passé là-dedans. Alors j'ai essayé, je me suis dit je vais faire du mutation testing, j'ai essayé d'utiliser un outil mutation testing, il n'a jamais voulu marcher, donc je ne montrerai pas. Et là ça a pas marché effectivement parce que sur un des cas de l'algorithme j'ai changé quelque chose, du coup il y a plein de cas où ça marche plus. Ok, c'est normal parce que j'ai cassé l'algorithme. Donc ça veut dire que normalement si on fait une connerie ça va casser le truc. Donc, on peut commencer à faire du refactoring de manière assez sereine. Après, on peut aussi s'en assurer en exécutant tous ces tests avec du coverage. Ça permet de voir aussi est-ce que je passe dans tous les cas. Après, le coverage, ça prend un peu plus de temps à s'exécuter. Donc, on va voir ce que ça génère. Bon, ça passe toujours. Mais vous voyez, là, il y a le coverage qui nous dit qu'on est passé partout dans notre code, ce qui est rassurant. Et en plus, on peut voir qu'on y est passé dans chacun un certain nombre de fois. Donc ça nous donne cette indication-là. On est passé dans celle-là 31 212 fois. Donc on est assez serein. On peut même aller plus loin dans le coverage. Il y a une option qui n'est pas activée par défaut, c'est qui est l'option de tracing avec IntelliJ. Ah oui, je ne vous ai pas dit, mais je code avec IntelliJ, mais on peut faire des choses assez similaires avec d'autres éditeurs. Il n'y a pas de problème. Le tracing, normalement, si on joue, il va collecter un peu plus d'informations, notamment sur le branch coverage, en fait, et il va nous donner aussi des informations sur ces passages. Bon, là, il ne le fait pas, évidemment, c'est l'effet démo. Ou alors, je vais attendre un petit peu, on ne sait jamais. Non, il ne l'a pas fait. Bon, ça ne marche pas. Bon, merci, je m'en vais. Non, c'est qu'il dit le nombre de fois qu'il est passé avec la condition à true, le nombre de fois qu'il est passé avec la condition à false. Vraiment, il ne veut pas me l'afficher? Non, bon, tant pis. OK.
Quoi qu'il arrive, maintenant, je suis couvert par les tests, donc je peux commencer à essayer de faire du refactoring. Il y a des choses qu'on va essayer de faire. J'ai pas du tout regardé l'heure, donc ça fait déjà 1 heure que je parle, c'est ça? Pas loin. Ok. Bon, du coup, on va coder vite. Les trucs, moi, les premières choses que je fais en général quand je fais du refactoring sur de l'existant, c'est regarder ce que me propose l'éditeur. Et sur IntelliJ, alors je sais pas si ça vous intéresse, je peux vous citer à chaque fois les raccourcis clavier que je fais parce qu'il y a des raccourcis clavier qui sont intéressants. Donc pour aller la prochain truc souligné en jaune par IntelliJ, c'est F2. Et donc là, il a une petite truc à côté, c'est des quick fix globalement, et il propose de faire des choses. Donc moi, j'aime pas utiliser la souris, donc souvent je fais mes F2. Bon, les publics, je vais pas les bouger pour l'instant, mais là je fais le truc et sans réfléchir, je fais Alt Entrée, Replace for Each, il me le fait directement. Donc si, en gros, ici, il m'a dit, tu fais un for i avec un indice et à chaque fois que tu attaques les éléments de ton tableau par l'index, donc autant faire un for each. En Java, ça existe depuis Java 5, on peut ne pas s'en priver. Et je vais à la prochaine erreur. Il n'y en avait que 2 dans le truc. Là, effectivement, il fait un item quality moins item quality. Il y a des chances que ça vaille 0. Bon. Effectivement, il me l'a proposé, ça vaut 0. Qu'est-ce que je fais derrière? Je réexécute les tests. Donc c'est CTRL F5 pour exécuter les derniers tests qu'on a exécutés dans les mêmes conditions. Donc là, ça veut dire qu'il va me les exécuter en me refaisant le coverage. Donc ça va être un peu lourd à terme. D'ailleurs, il ne m'a pas exécuté le coverage, donc j'ai rien dit. Mais en fait, il me ment depuis tout à l'heure. Donc là, j'ai fait un tout petit peu de refactoring. C'est pas terrible, c'est un tout petit peu plus lisible, mais il y a des choses, les items de i qui sont virés. Il y a un autre truc que je vais faire, c'est que en termes de lisibilité, il y a beaucoup de notes et là, je vais faire un truc pour vraiment essayer de comprendre plus facilement l'algorithme. Je vais bourriner un petit peu et je vais supprimer toutes les conditions négatives pour les remplacer par des conditions positives. Et splitter aussi les éléments quand il y a des combinaisons de conditions. Donc je vais y aller de manière un peu bourrine. C'est à chaque fois, c'est le invertive condition. Donc là, le ou aussi, il m'énerve. Donc je vais splitter. Donc ça augmente le code. Pour l'instant, on est en train d'augmenter du code. Mais il y a un moment donné, on va le simplifier. En fait, quand j'augmente le code, ça va faire apparaître des incohérences dans le code en question. Parce que en dessous de si le nom de l'item c'est HBRI, j'ai un si le nom de l'item est backstage pass. Pour l'instant, je m'en occupe pas. Je fais vraiment la manière bourrine. Je cherche tous mes points d'exclamation. Et à chaque fois, je vais supprimer. Donc, invertive condition. J'en vois d'autres ici. J'augmente la quantité de code, c'est cool. J'avais 60 lignes au départ, j'en suis à 70 ou 80. Ouf. Bon, j'ai plus de points d'exclamation, j'ai plus de et, j'ai plus de ou. C'est cool. J'ai plus de code qu'avant, mais et qu'est-ce que je fais derrière? Je rejoue mes tests, bien entendu. Toujours rejouer les tests. J'aurais pu le faire à chaque fois. Le problème qu'on a avec le Golden Master, c'est qu'il met un peu de temps à s'exécuter. 1 seconde 370, c'est assez long. Du coup, si on le joue à chaque fois qu'on fait un refacto, c'est un peu long. L'avantage de l'IDE, c'est qu'on peut être assez confiant sur les refactoring. Quand il propose des refactoring, en général, il ne viande pas dans l'application du truc. Par contre, du coup, là, il m'a généré des endroits où il y a du code qui est un peu bizarre. Là, il me dit quoi? Il me propose carrément de supprimer le if statement parce que effectivement, quand on le voit, on a un if sur le nom en dessus qui est incohérent avec le if sur le nom en dessous. Si on avait utilisé le coverage avec le tracing, on verrait que la condition, elle est toujours à false, en fait. Du coup, on peut le supprimer. Là, on est dans un cas où le if, il sert à rien parce que si le nom est égal à ça et à l'intérieur, si le nom est égal à la même chose, donc il propose de virer le if encadrant le truc. Je regarde s'il y en a d'autres. Alors là, le sulfura, je vais le laisser parce que je l'aime bien. Il est légendaire comme item. Donc ça y est, là j'ai fait le tour. Et là, j'ai toujours plus de code qu'avant. C'est un peu chiant. On peut voir une sorte de pattern arriver. C'est qu'il y a d'abord, bon, si c'est HBRI, je bouge la qualité. Si c'est backstage pass, je bouge la qualité. Si c'est sulfura et que la qualité est supérieure à 0, alors je bouge la qualité.
Après, il y a un bloc sur, je bouge le Céline, sauf pour Sulfura, parce que lui, il ne bouge jamais. Et après, il y a un troisième bloc sur, quand le Céline est terminé, quand on a expiré, je modifie pour certains trucs la qualité d'une manière différente. Donc bon, j'ai 3 blocs qui me font penser à quelque chose. Mais en fait, ce que je veux faire, c'est que dans l'énoncé, on voyait apparaître que on changeait la qualité et le Céline en fonction du type d'item qu'on allait taper. Donc, je pense forcément à terme à d'autres choses, mais dans un premier temps, je voudrais structurer dans un premier niveau, toujours comparer sur le même type de choses, c'est-à-dire sur le nom de l'item. Ce que je veux faire, c'est avoir un bloc, si le nom c'est HBRI, je fais un bloc. Sinon, si le nom c'est backstage machin, je fais un truc. Et sinon, etc., pour à la fin pouvoir faire un switch et pour pouvoir après potentiellement passer même vers du polymorphisme. Du coup, je vais essayer de m'attaquer à ça. Et il y a une solution assez élégante pour faire ça, qui est un peu longue, mais qui est intéressante. C'est de faire un truc, je vais le faire manuellement une première fois, on le fera un peu plus automatiquement une deuxième fois. En fait, c'est faire un if avec un else et mettre tout le contenu de mon code dans le if et dans le else. Je refactor. Voilà. C'est un peu bourrin, j'ai dupliqué le code. Mais normalement, si je fais, vu que je fais la même chose dans le if et dans le else, normalement, je devrais passer tous les cas. C'est vert, c'est toujours vert. C'est cool. Mais par contre, du coup, en fait, c'est quoi l'objectif? C'est que sous le if du premier truc que j'ai mis, je ne veux plus voir jamais apparaître le nom de l'item dans un des tests. Parce que soit c'est HBRI et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire le if à l'intérieur, soit c'est pas HBRI et je peux supprimer le code correspondant. Et à l'inverse, là, j'ai remarqué que le champ item name ne mutait pas. Et je t'embête. Je le sais, le nom des items, il ne change pas. Je ne l'ai pas vu dans l'algorithme. Il y a 2-3 trucs qui sont immutables dans le système. Ça, après, si on regarde la classe item, vous n'avez pas vu, mais tous les champs sont publics, on peut les muter comme on veut, on peut faire des trucs dégueulasses. On réglera ça un petit peu plus tard. Du coup, j'ai créé de la duplication, mais je peux supprimer des choses qui servent plus à rien. Je le fais encore une fois de manière bourrine. Celui-là, il n'est jamais accessible, il n'a pas de sens. Celui-là, on est dans le if. Ça va très vite, mais je peux le faire vraiment sans réfléchir. Tac. Non, c'est pas celui-là. Dès qu'on est sur la vérification du nom, je peux supprimer des choses. Et là, j'ai toujours plus de code qu'avant. Mais par contre, un truc qui est intéressant, c'est que j'ai ça, en fait. J'ai if HBRI, alors je fais des choses dedans. Else, là, j'ai des tests sur le nom, sur Backstage Pass, sur Sulfura, encore sur Backstage Pass, sur Sulfura, mais plus jamais sur HBRI. Okay, donc, j'ai isolé tout ce qui concernait HBRI dans un bloc et tout le reste dans un autre bloc. Si je refais ça sur tous les noms, ça devrait fonctionner. Et du coup... Ce que je peux faire pour le faire de manière un petit peu plus sécurisée, en fait, c'est de prendre tout le code en question. C'est ce que fait Emily Bash elle a fait des vidéos pour le refactoring de ce truc-là. Ce qu'elle fait, elle crée une méthode temporaire. On pourrait extraire une méthode, c'est Ctrl-Alt-M, et elle sait qu'elle va la supprimer derrière. Donc, elle a le code complet de ce qu'elle veut refactorer, et elle va rajouter la condition qu'elle veut. Comme on a fait précédemment, en fait, elle fait le if, elle met le code temporaire dedans, et puis elle fait la même chose dans le else. On clique et on glisse, on formate un peu, on supprime les trucs en trop, et quand on exécute le code, normalement, on n'a rien changé, on n'a rien cassé. C'est cool. C'est Shift Slap, ouais. Du coup, par contre, cette méthode temporaire, elle n'a pas lieu d'être, et du coup, on la re-inline. Elle ne veut pas se re-inliner, c'est embêtant. Ah oui, parce qu'on est à l'intérieur d'un truc. Alors, j'ai un petit cas que j'ai oublié. C'est, en fait, c'est sortir le truc de la boucle for. En fait, là, vu qu'on était à l'intérieur de la boucle for, si on extrayait des trucs,
ça pouvait casser le flux de la boucle for. Là, on est dans une méthode sur un seul item, et donc tout le else que j'ai écrit ici, c'est vraiment ce qui se passe à la fin. Donc, Inch'Allah, si voilà, je peux re-inliner sans problème, c'est-à-dire que je vais reprendre tout le code que j'avais extrait dans une méthode temporaire et je le remets aux deux endroits différents. Je peux réexécuter le test, normalement, j'ai rien cassé. Mais du coup, ça refait apparaître à nouveau des conditions qui n'ont plus de sens. Donc, mes tests passent toujours. Donc, je peux être bourrin sur mon truc. Donc, si on remonte le code, donc là, j'ai toute ma partie sur le premier cas. Là, j'ai ma partie sur le deuxième cas. Et du coup, je vais supprimer le code qui ne sert plus à rien. Donc là, ma condition est toujours à true, donc je peux la virer. Là, la condition est jamais accédée, donc je peux la virer. Voilà, j'en ai raté un. Là, c'est toujours accédé. Là, vu qu'on est dans le else, c'est plus jamais accédé. Tac. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec le if sur un premier cas, un else if sur le deuxième cas où il n'y a plus jamais de test sur le nom, et enfin un else où là il y a des tests sur le nom, mais il n'y a plus jamais de test ni sur HBRI ni sur Backstage Pass. Pour aller un peu plus loin, je vais merger ce else if. Alors il y a des trucs qui sont chiants avec nos IDE, c'est trouver où est le merge. En fait, si je me mets là, Muji Inverted Condition, ok, c'est pas ça que je veux. Si je me mets là, toujours pas. Si je me mets là, toujours pas. Il apparaît. C'est magique. Il me fait le merge. C'est cool. Bon, j'ai mon bloc pour HBRI, j'ai mon bloc pour Backstage Pass. Il me reste globalement un dernier bloc à faire, c'est celui pour sulfurase machin. Et après, il y aura le comportement par défaut. Je fais la même chose que d'habitude. Donc, CTRL W, ça c'est un truc hyper pratique, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pour sélectionner les trucs de plus en plus gros autour de là où on est. Donc, normalement, il y a un moment donné où on arrive au bon endroit. Et si je vais trop loin, j'ai l'accolade en plus, donc je reviens un peu en arrière. J'extrais ma méthode. Donc, c'est une méthode temporaire, comme tout à l'heure. Oui, c'est sous Windows et sous Surround with if. Ah, je peux faire Surround with if. Ouais, alors c'est dans les trucs de refacto. Non. Ah, il y avait le else. C'est dommage. Attends, je le refais. C'est intéressant. Donc, CTRL-SHIFT-A. Quand vous ne connaissez pas raccourci, vous faites CTRL-SHIFT-A et vous commencez à taper, ça vous propose tous les raccourcis. Tac. Donc, là, j'avais... Ah, et par contre, j'avais copié le if en trop. Tac. J'exécute mes tests. Donc là, normalement, j'ai rien cassé parce que je fais la même chose dans le if et dans le else. Alors, Émilie Libage dit qu'il n'y a pas de nom à ce refactoring. Là, le truc qu'on fait où on extrait la méthode et on la met aux deux endroits et puis on la re-inline. Malheureusement, elle appelle lift up, je crois, le truc. Mais, et donc là, on re-inline. Et on a reproduit le code. Je réexécute mes tests. Mais franchement, je les réexécute par principe. J'ai hyper confiance en mon IDE. Il y a peu de fois où il se plante. Et on va attaquer les endroits où le code ne sert plus à rien. Je suis allé trop loin. Voilà. Et donc, il me reste des cas que j'avais ratés parce que j'étais dans le else. Voilà. Et donc, on a le else if sulfurase Ragnarok et le else tout court. Je fais mon petit merge en me mettant au bon endroit. Et donc là, je me retrouve avec un if HBRI, else if backstage machin, else if sulfurase machin, else tout court. Donc là, il me met des trucs en jaune en plus. Ben, je vais voir ce qu'il me dit. C'est vrai que le return, il sert à rien. Mais du coup, le if au-dessus, il sert à rien. Du coup, le if au-dessus, il sert à rien. Et du coup, le if au-dessus, il sert à rien. Ce qui n'est pas déconnant, puisque, souvenez-vous, sulfura machin, c'est un truc légendaire qui ne peut pas bouger. Donc, effectivement, dans le cas où on est sur le sulfura, on ne fait rien. Donc là, on se retrouve dans un cas... Bon, par contre, j'ai envie de le laisser parce que c'est quand même un cas particulier, parce que si je l'enlève juste ce else if, je pense que mes tests, ils vont plus du tout passer pour tout ce qui est sulfurase machin, parce qu'il faut effectivement ne rien faire et pas appliquer le comportement par défaut. Donc là, mon VS Code qui se lance, c'est cool. Voilà, test failed, je le savais. Donc je le ferme.
Tac. Et je rejoue mes tests pour être rassuré. Du coup, j'ai un if, else if, else if, else if sur juste la même condition. Qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Le remplacer par un switch. Et en plus, l'IDE nous le propose. Et là, ça commence à ressembler à ce qui était expliqué dans l'énoncé de, si vous regardez notre cher mec, enfin, l'énoncé était mal foutu, les règles étaient mises dans n'importe quel sens, mais ce qu'on comprenait, c'est que les items, en fonction de leur type, eh bien, ils avaient des algorithmes différents pour mettre à jour la qualité et le sell-in. Mais là, on a déjà ces choses-là qui apparaissent ici. Ben, si c'est HBRI, eh bien, la qualité, si elle n'est pas supérieure à 50, alors je l'augmente. Et puis si en plus on a dépassé le sell-in, alors je l'augmente encore plus parce que le HBRI il mûrit et en plus quand il a dépassé sa date d'expiration il mûrit encore plus. On commence à voir apparaître les règles métiers. Et puis à la fin de la journée, bon là c'est pas tout à fait la fin mais le sell-in il diminue. Pour le backstage, on avait dit plus on se rapproche de la date de concert. Alors évidemment dans le code on parlait de 10 jours et de 5 jours. Le mec il est rigolo, il a mis strictement inférieur à 11 et strictement inférieur à 6 pour être sûr qu'on ne retrouve pas les données du métier dans le code. C'est quelqu'un de pervers. Mais après, ce qu'on peut faire ici, c'est remplacer par inférieur ou égal à 10, voir si ça passe toujours. L'avantage, encore une fois, d'avoir le Golden Master, c'est d'être serein par rapport à ça. Et là, tout d'un coup, on fait apparaître des données qui viennent du métier. Et ça devient cool. Et on pourrait même les extraire dans des constantes. Mais avant de les extraire dans des constantes, je voudrais travailler un peu plus sur le contenu. Pareil, si on reprend notre sulfural machin, on change jamais le code. Et par défaut, par contre, la qualité, elle diminue. Mais par contre, elle passe jamais en dessous de 0. On voit quand même apparaître de la duplication dans ces codes-là. Et on voit surtout apparaître de la modification directe des données de l'item par le champ. Alors, ça vous a peut-être choqué depuis le début. Je vous ai dit, les champs, ils sont publics. Et en plus, du coup, on les attaque directement. Alors ça, c'est un petit add-on qui est intéressant, Key Promoter X, c'est quand vous avez utilisé votre souris et vous tapez dessus, il vous dit tu aurais pu utiliser CTRL-B à la place d'utiliser ta souris. Donc ça, c'est un petit add-on qui est pas mal. Sous Eclipse, il y a Mousefeed qui est à peu près équivalent et qui est intéressant. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, j'ai de la duplication. En gros, on a dit la qualité, elle peut augmenter ou baisser, mais elle ne peut pas dépasser 50 et elle ne peut pas aller en dessous de 0. Et effectivement, on a des bouts de code où à chaque fois, quand j'augmente la qualité, avant, je vérifie qu'elle n'est pas à 50. Je l'ai là, je l'ai là. Je l'ai là à peu près, mais il n'y a pas la collade derrière, mais je l'ai ici. Et je l'ai ici aussi. Comme j'ai un Golden Master et que je suis un fou, je vais faire apparaître la collade ici de manière magique. Regardez, elle apparaît ici. Voilà. Et je vérifie que je n'ai pas cassé avec mes tests. Après, si on regardait de plus près, effectivement, de toute façon, quand on passe dans le premier, on passe aussi dans les suivants, et c'est pour ça que je casse pas les tests. Mais quand on voit ce genre de code-là, le fait d'avoir un Golden Master, avoir une hypothèse, je pense que je vais rien péter en faisant cette petite action-là, qui n'est pas une action automatique, c'est la première action quasiment pas automatique que je fais avec l'IDE. Et bien, je le tente. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, je revert et puis j'ai rien cassé. Mais du coup, ça me permet d'extraire une petite méthode. Là, en gros, c'est l'objectif que j'ai là, c'est vraiment de sortir toutes les modifications de la qualité du sell-in, enfin toutes les modifications de l'item dans des méthodes à part. Donc celle-là, c'est en gros, je veux augmenter la qualité jusqu'au max de 50. Alors c'est CTRL-M, increase quality, if not max. Alors là, il va me proposer un truc bizarre parce qu'il va passer, il va me dire ah ben t'as une variable qui est le 50 qui pourrait être variabilisée. Alors j'aurais pu l'extraire en constante, comme ça j'aurais pas été emmerdé. Mais non, moi en gros je veux pas qu'il me le passe en paramètre de ma méthode. Donc je dis non, garde-le comme ça et fais-le pour tous les cas. Donc là effectivement il me l'a remplacé à plusieurs endroits. Je rejoue mes tests, entendu. Si quelqu'un a un raccourci pour supprimer les lignes vides, je suis preneur parce que le reformatage, il ne l'a pas. Ouais, on peut, tac, on peut faire ça comme ça, ou alors je fais... non, c'est pas une bonne idée, non. Ouais, tu peux faire ça, non? Tu mets tout sur une seule ligne et après tu autorates. Ouais, c'est pas idiot. Bon, mais je vais pas le faire. Bon, de toute façon, déjà, on va quand même tout formater.
Mais tu as le multiline. Alors moi, je sais bien le multiline en faisant Algie pour aller chercher les mêmes trucs, mais je sais pas comment activer le. Ah, faut connaître le regex de la ligne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça partout. Tac, si je fais ça. Tac. Non. Voilà, si je fais ça. Ça peut être bourrin. Ok. Ça passe. Donc j'ai modifié. Il y a aussi le Céline qui est. Je veux pas le modifier directement. Je veux le mettre dans une méthode. Donc là c'est decrease cell in. Je remplace pour tout le monde. Donc bon là j'ai pas gagné de ligne, mais par contre le fait de modifier le Céline, je l'ai fait à un autre endroit. Il me reste deux autres trucs. Alors ça, tchac. Je vais pas. En fait, je n'extrais que des trucs qui sont sur une seule et même propriété. Là, j'ai touché CoCéline à la fois dans la vérification et dans la mutation. Ici, j'ai un truc où si le Céline est inférieur à 0, je change la qualité. Donc, ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette partie-là. C'est que si on est sur un seul élément du système. Donc là, c'était quoi? Là, on met la qualité à 0. Eh bien, on va faire reset quality. Non, je veux keep original signature. Et il m'en reste un. Donc, c'est si la qualité est supérieure à 0, alors j'ai le droit de la diminuer. Donc là, c'est decrease quality if not min. Globalement, c'est non. Par contre, il m'énerve à vouloir changer la signature à chaque fois. Donc là, j'ai increase quality if not max, decrease Céline, reset quality, et decrease quality if not min. Et dans tout mon code, presque il rentrerait mon switch si on diminue un petit peu. Croyez-moi. Vire-toi, toi. Il commence à presque rentrer, donc en fonction du nom, eh bien, j'augmente la qualité, je fais ça, etc., etc. Et on peut aller un tout petit peu plus loin. Parce que depuis le début, donc on nous a dit il y a des gobelins qui vont venir. C'est quoi CTRL B pour y aller? C'est ça. Donc des gobelins qui vont nous taper si on modifie le code de cette classe-là. Mais le code de cette classe-là, il est quand même dégueulasse. Les gobelins, il va falloir négocier avec eux. Il faut aller voir l'architecte des gobelins pour leur dire foutez de ma gueule. Là, vous êtes dans un anti-pattern. Vous faites des classes qui sont mutables avec des champs qui sont publics, dont n'importe qui peut faire n'importe quoi avec. C'est mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà les méthodes de mutation qu'on a extraites, on va les mettre dans item parce que alors je sais pas si c'est de la feature envie ou non, je sais pas, quand on ne fait appeler que des propriétés d'un objet qui est passé en paramètre d'une méthode. Là sur item, en fait, on ne manipule que des données de l'item. Ça, c'est en gros, il y a item qui dit donne-moi la méthode. Alors effectivement, donnons-lui la méthode. Et en plus, IntelliJ nous dit « Ah, mais item, il aimerait bien avoir ta méthode. » Donc, tu peux lui envoyer celle-là. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, c'est pareil. Donc là, les gobelins nous ont pété la gueule, mais F6. Move, c'est F6. Et il va regarder où est-ce que je pourrais la mettre. Ça serait intelligent de la mettre. Donc, Move F6, Shift F6, c'est pour renommer. Et CTRL F6 pour extraire... pour changer la signature, c'est ça, pardon. Donc là, c'est ici. Il nous reste encore des accès à nos données de notre gars en fonction du nom. Et là, on vérifie surtout le Céline. Et du coup, le Céline, pareil, pour le champ est public, donc il pourrait être modifié ici, ça serait dangereux. D'ailleurs, j'ai pas rejoué les tests, c'est pas bien. Ok, ça passe toujours. Et là, encore une fois, IntelliJ, il est sympa, il nous dit, tu pourrais encapsuler l'accès à ce champ-là. C'est vraiment la première chose qu'il propose par défaut. Et du coup, on voit pas très bien. Si je diminue, c'est dommage parce que là, il propose normalement la liste des champs. Et non, je peux pas. Si tu dézoomes la modale des zooms ou pas? Non, je veux pas. Si tu dézoomes, tu Sors du presentation mode. Ouais, on va sortir du presentation mode. Attends, du coup, il faut que je sorte de ça. Je connais pas le raccourci pour sortir du presentation mode. Donc, je le refais. Donc, c'était encapsulate field. Donc là, il propose tous les champs. On peut sélectionner getter et setter. Les setters, je veux là la bonne pratique pour un objet. Déjà, il est mutable notre objet, c'est moyen, blablabla. Mais par contre, on pourrait considérer que la mutation, il n'y a que l'objet qui peut modifier les données dedans. Donc, on va pas
maître de setter, on va co-offrir des méthodes métiers qui explicitent qu'est-ce qu'on fait comme modification dans notre objet. Par contre, on peut mettre des getters, mais pas forcément sur tout. On a vu qu'on accédait que au name et au sell-in de l'extérieur. La quality, c'est vraiment une propriété interne. Je dis peut-être des conneries, parce que dans les tests, on va vérifier la qualité. Mais c'est pas grave, parce que dans les tests, ça va le modifier, ça va remplacer l'accès à quality par un get quality. Du coup, il faut quand même, non, je dis une connerie, il faut quand même un get quality. Donc je fais un getter pour tout, je fais 2 setters nulle part, et puis par défaut, mon champ est privé, les accessoires sont publics, et je refactor comme un gros sagouin. Et là, du coup, j'ai plus jamais l'accès à des données d'items directement dans la classe qui manipule la qualité. Et mon item, il commence à ressembler à un objet un peu moins sale. Donc ces champs, ils sont privés, ils sont initialisés au constructeur. Par contre, après, la seule manière de les modifier, c'est par des méthodes métiers qui font des tests à l'intérieur. Et les seules manières d'y accéder, c'est par des getters. Voilà. Je rejoue mes tests. Ça marche toujours, c'est cool. Il est 19h50, est-ce que ça va jusque-là? Ouais. On va remettre le presentation mode. Donc, on va dézoomer quand même un petit peu, vous arrivez à voir comme ça? Allez, on baisse encore un peu. Du coup, ici, là, on est dans une situation qui n'est pas dégueulasse, qui est acceptable. Là, j'ai un nouveau cas à gérer. Je pourrais rajouter un case assez facilement. Je rajoute le case Conjured Mana Cake et je fais le job dedans. Ça, il n'y a pas de problème pour ça. Sauf qu'il y a des gens plus intelligents que nous qui ont fait la anti-if campaign, qui ont dit ouais, un if est un polymorphisme raté. Après, c'est un peu bourrin. Si chaque if devait être remplacé par un polymorphisme, ça serait vraiment compliqué. Par contre, un switch, ça peut être de l'invitation au polymorphisme. Donc, on peut réfléchir un petit peu comment je pourrais faire ça. Il y a un autre truc que je vais essayer de faire avant, que je peux toujours faire parce que je suis serein, parce que j'ai mon Golden Master, c'est qu'on a dit, on change la qualité, puis à la fin de la journée, on diminue le sell-in. Et le truc, c'est que jusqu'à maintenant, si vous regardez le code pour HBRI, ben on change la qualité, on diminue le sell-in, et puis après, on revérifie en fonction du sell-in la qualité. On fait exactement la même chose pour le suivant. On fait des choses d'abord, on fait le decrease du sell-in, et puis après, on fait un autre truc. Sulfuraz, lui, il est légendaire, il bouge pas. Mais le dernier, il fait ça, il fait le decrease sell-in, et après, il fait à nouveau changer la qualité. Or, dans l'explication de texte, on disait, à la fin de la journée, on change la qualité, on change le sell-in. Donc, normalement, ça devrait être deux choses qui sont un petit peu séparées. Or, là, il y a, en fait, pour chacun des trucs, à chaque fois, on vérifie est-ce que c'est strictement inférieur à 0. Et là, en fonction du sell-in, je vais faire des choses. Du coup, si je remplace le strictement inférieur à un inférieur égal et que je mets le decrease du sell-in après, ça devrait faire la même chose. Bon, là, c'est parce que je l'ai déjà fait que je suis assez serein là-dessus. Croyez-moi sur parole. Mais ce que je veux faire apparaître, c'est que le sell-in, je veux le faire à chaque fois à la fin. Que je fais d'abord des modifications sur la qualité et à la fin, je fais le truc sur le sell-in. Donc, je fais pareil ici et je change juste la condition. Et je vais faire pareil pour le dernier. Check. Et je passe en dessous. Si j'exécute ça, ça devrait fonctionner. Ce qui me permet, en fait, finalement, de sortir le item du switch, la modification du sell-in du switch. Je la vire partout. Sauf que là, je vais avoir un problème parce que pour le cas Sulfuraz, pour le coup, lui, il ne change pas son sell-in. Donc, si j'exécute mes tests maintenant, ça va être pas bon pour Sulfuraz. Donc, je vais devoir remettre une condition sur les Sulfuraz. Voilà, il n'est pas content. C'est normal. Voilà. C'est normal. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est un dernier if. Donc c'est if, c'est quoi on faisait item.name, getName, ah oui maintenant c'est un getName, qui est l'idiot qui a changé ça, equals, donc ça, alors dans ce cas là on fait rien, et sinon on fait quelque chose. Tac, je rejoue.
Alors, je rajoute du code encore une fois, mais c'est vraiment pour expliciter. Alors, je pourrais le faire en mettant un commentaire, même si on est d'accord, les commentaires dans le code sont souvent une invitation à du refactoring. Mais là, pour le coup, vraiment de manière explicite, je peux dire legendary item does not change. Et je peux même le mettre ici aussi. Faire un peu de cohérence. Du coup, ça me permet de séparer la partie sur le switch sur la qualité, donc update item quality, et la partie sur l'update selling. Non, c'est pas le bon raccourci. Et là, ça commence à ressembler à un algorithme logique. Je vais même, soyons fous, l'inliner celui-là. Donc, c'est en gros l'update quality, enfin l'update item d'ailleurs, c'est mal nommé, j'ai envie de le renommer. C'est pas l'update quality qu'on fait ici, c'est l'update item. C'est-à-dire que pour chaque item, je change la qualité, je change le selling. Et là, vraiment, oui. Update items, tu as raison. Et après, on pourrait pousser le vice jusqu'à extraire à nouveau un update item, et que l'update item, c'est l'update item quality et update selling. Là, ça se rapproche de plus en plus du métier. Maintenant, ce que je vous dis, je ne sais pas, vous avez est-ce que vous êtes prêt à rester jusqu'à 10h, 11h, minuit? En fonction de ça, j'adapte mon refacto. C'est que j'ai un peu divergé, mais l'idée, c'est quand je vois un switch case, souvent, j'ai envie de faire du polymorphisme. Alors, pas forcément directement. Je me dis, là, pour le coup, là, c'est... on a deux choix. Soit je me dis vraiment c'est en fonction du nom, et ben je vais adapter le comportement. Soit en fait les noms, il y a des modificateurs de la qualité spécifiques à des types de produits. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais directement extraire un produit HDBRI, un produit Backstage Pass, mais je peux avoir des choses pour mettre à jour la qualité qui sont externes, mais qui sont en fonction d'un type de produit. Ben, je sais pas, tout ce qui est en gros fromage, ben, ça s'améliore dans le temps. Les choses qui ont une date d'expiration, ben, ça s'améliore d'une certaine manière. Les trucs légendaires, ça s'améliore d'une certaine manière. Et les trucs par défaut, ça s'améliore d'une certaine manière. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux faire du polymorphisme sur l'item en lui-même, ou alors plutôt fournir en fait des choses qui ont la responsabilité de la modification de l'update de la qualité des items. Comme j'ai quand même discuté pas mal avec les gobelins et que déjà j'ai négocié de refactorer un peu leur truc, ils sont pas d'accord pour que je change complètement le modèle des items et que je fasse un modèle d'héritage sur les items en eux-mêmes. Donc vous pouvez leur demander, ils viennent tout à l'heure. Du coup, on va plutôt, si ça vous va, faire la solution où on fait un updater, donc un item updater, et qui, en fonction du type d'item, va modifier la qualité. On peut essayer de partir là-dessus. Ça vous va? Mais sinon, on peut faire l'item en lui-même. Après, ce que je me dis maintenant, c'est que je veux me concentrer sur la modification des items. Je peux commencer presque à faire du TDD, globalement. C'est parce que je commence à comprendre le principe et je pourrais juste déporter ça dans la classe qui va bien. Donc, je pourrais presque commencer par écrire un test. Un truc que je vous ai pas montré tout à l'heure, c'est que mon pom.xml, je l'ai modifié quand je suis passé sur la version approval. Alors, si je dis pas de conneries, c'est 1.1. Voilà. C'est que j'ai changé la version. Par défaut, c'était en version 1.8. Moi, j'aime bien les challenges. J'ai pris la version JDK12 qui m'a fourni quelques surprises à la fin, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, je suis passé aussi sur JUnit 5. S'il y a encore des gens qui font du Java et qui font du JUnit 4, je vous invite à passer sur JUnit 5, pas juste comme ça, parce que vous allez aller voir la conf Devox de cette année de je sais plus qui a dit qu'il fallait passer à JUnit 5 et qui donne les outils pour passer à JUnit 5. Et franchement, ça vaut le coup. Moi, ça fait plein de temps que je ne touche pas. Non, mon JUnit 4.12, je l'aime beaucoup, je connais tout ça, il marche bien. Mais il y a un moment donné où il va falloir accepter de vivre avec son temps. Et JUnit 5, il apporte notamment intégrer directement les parameterized tests qui n'étaient pas intégrés, il fallait une librairie en plus.
Et ça, je trouve ça assez pratique. Et donc, vous voyez, moi, sinon, le POM, ce qu'il avait changé, c'était donc la version de Java, JUnit 5 et l'ajout de Approval Test. Et sinon, c'est tout. Je disais, on va faire des tests, on va écrire des tests. Donc, on va écrire des tests, c'est bien. Il faut écrire des tests. Donc, on va écrire une classe Java, je sais pas, item quality. Alors, sur les non-updater tests, j'ai pas de règle magique sur les noms des classes de test. Je dis juste que c'est pas forcé d'avoir exactement une classe de test correspondant exactement à une classe de prod. Cette contrainte-là m'embête. Par contre, ce que je sais, c'est que des fois, le plugin Surefire de Maven, il fait des surprises quand les classes finissent pas par test et il n'exécute pas les tests correspondants. Donc, je continue à mettre test à la fin de mes tests. Du coup, ce qu'on voulait faire, c'est des tests. Vous voyez, c'est JUnit test, @test, ça marche pareil. Il n'y a pas grand-chose de différent. On n'est plus obligé du tout de les mettre publics. Je suis peu sûr que c'était le cas avant. Par contre, ce que je veux faire comme premier test, c'est tester les cas pour le edge-bris. Je veux faire un updater pour les trucs qui s'améliorent en vieillissant. Donc, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Je ne sais pas, cheese items gets better. Alors, mon anglais, il est when aging. Ça doit passer. Donc, par contre, sur le nom de ma méthode de test, je dis, alors là, je vais faire encore du name dropping, mais Kevin Henné, c'est un mec qui est super bien, il faut regarder ses confs sur Internet, je le dis à chaque fois. Il a fait notamment une conf sur le TDD. Et donc, avant, on appelait les méthodes de test totaux, en gros, test ma méthode. Et ça apportait pas de sens. Il y a des gens intelligents qui ont dit non, il faut mettre un should. Et lui, Kevin Henné, il dit mais d'où un should? C'est pas de vrai. C'est en fait, on a des affirmations dans nos tests. Il n'y a pas de raison de dire peut-être que ça devrait faire ce que j'attends ce que ça fasse. Donc non, il est plus sur de l'impératif. Donc les items de type cheese, ils s'améliorent quand ils vieillissent. Ok. Ce qui est con, c'est que j'avais fait un pattern de test et que je l'ai raté. Si je fais ça, ça marche. Donc ça, c'est juste pour essayer de découper ces tests toujours avec arrange, act assert, la règle des 3A. Idéalement, on commence par l'assertion. Je sais pas, assert equals. Donc item.getQuality. Là, c'est un peu lourd parce que le code existe déjà, donc c'est et puis en plus l'expectation est d'abord. Moi je dis je veux qu'après il a une qualité de 3 au départ, et il aura une qualité de 4 une fois qu'il aura vieilli une fois. Ok, parce que c'est un cheese. Ok, donc ce qui est oui, ça n'a pas de sens ici, je suis d'accord. Donc c'est update il faut créer j'ai dit que je passais par un updater, donc je vais le faire dans l'autre sens en fait. On va oublier le truc idiot de commencer par l'assertion. Donc, je veux faire un updater. OK. Donc, cheese quality updater égale new cheese quality updater. Ouf. Donc, l'updater. Et puis, on va lui dire d'updater un item. Donc, ça update quality en lui passant un item. OK. Et en lui passant un cheese. Et mon cheese. C'est un item, un new item qui est de type edge-bris, qui avait une qualité un Céline au départ, je sais pas, il lui restait 4 jours avant d'être vendu, et il avait une qualité de 3. Bon, ça c'est du magic number au début, je mets des trucs comme ça, et à la fin, mon item, il a été modifié, mon cheese, get quality, et on assure qu'il est égal. Du coup, ça a augmenté sa qualité, donc elle va passer à 4. Alors, ça m'embête d'avoir des chiffres égaux, donc je vais plutôt dire qu'il était à 5 au départ, et donc il va être à 6 après. Parce que quand j'avais 2 fois 4 qui allaient apparaître, et sauf qu'il y en a un qui représentait le céline, l'autre la qualité, et si on faisait un extra de constante, on allait potentiellement mettre la même chose, dans une même constante, un truc qui représentait des concepts différents. Idéalement,
Fabinou vous dirait de créer des objets pour représenter la qualité, des objets pour représenter le Céline et virer les primitives. C'est ce qu'on appelle la primitive obsession. Quand on n'a que des primitives dans ces champs, on risque de faire ce genre de confusion. Donc il faut tout objectifier, il faut réifier. On peut dire réifier. Et ça permet d'éviter ce genre de confusion. Donc là, je m'attends à ce que ça soit amélioré en sortie. Et donc Jupyter, il a aussi les asserticals. Donc là, en gros, globalement, j'ai d'abord une interface. J'ai des item updaters qui vont avoir des implémentations. Donc c'est une interface qui va se créer ici. Ok, mets-la dans Git si tu veux. Donc là, c'est une implémentation de mon interface. Automatiquement, il va voir qu'elle implémente item updater. Mets-la dans Git si tu veux. J'ai pas créé de branche d'ailleurs, tiens. Et donc j'ai une méthode update quality que je vais créer dans l'interface, c'est super. Et du coup, mon updater il va râler parce qu'il n'a pas l'implémentation. On peut l'implémenter. Ok. Si... Le cheese quality updater, c'est un cheese updater tout court. Dedans, tu vas avoir pas que le en fait, il y a débat. Parce que imagine que tu as des trucs qui ont une manière d'augmenter leur qualité, mais qui est une manière différente d'augmenter leur céline, de diminuer leur céline. Imagine, tu as des objets légendaires, mais qui perdent un peu dans le temps au fur et à mesure. Du coup, leur qualité va se dégrader, et alors que leur céline va ne jamais changer. Donc potentiellement, en fait, tu pourrais avoir des céline updaters et des quality updaters. Je m'interdis pas de faire ça. C'est plus lourd, mais je m'interdis pas de faire ça. Bon là, normalement, mon test, il doit planter, parce que je m'attends à ce qu'il ait bougé la qualité, et donc là, il ne va pas l'avoir bougé. Donc là, je touche plus du tout à mon code Gilded Rose, donc j'ai même pas besoin d'exécuter le Golden Master. Mais par contre, petit à petit, une fois que j'aurai testé, je vais réinjecter le truc. Donc là, c'est normal que ça marche pas. Maintenant, je vais récupérer le code. Je ne fais pas du vrai TDD, c'est-à-dire vraiment je migre du code ici. Et en fait, au départ, je fais vraiment au début un petit peu de manière un peu lourde parce que moi, j'ai vraiment toute ma soirée devant moi. Donc là, si j'exécute mon code, mon test, normalement, ça passe. C'est cool. Par contre, effectivement, mon quality updater, quand c'est expiré, quand c'est expiré, ça augmente encore plus. C'est cool. Donc, item gets even better when expired. Voilà. Donc, si j'ai un HBRI qui a le céline qui est déjà à 0, la qualité, elle devrait être encore meilleure, elle devrait passer à 7. Tac. J'exécute mes tests. Il va exécuter que le premier, je le sens, le bout. Ouais, c'est ça. Du coup... Non, il ne veut pas utiliser tout. Je ne sais pas comment exécuter. Bon. Ah oui, si je me mets là et que je fais CTRL-SHIFT F10, il va tout exécuter. Voilà, il y en a un qui pète et l'autre qui passe. Et du coup, je vais chercher le code dans Gilded Rose. Je vais vire ça. Tac. Je rejoue mes tests. Et ça passe. C'est cool. Je vais aller un petit peu plus vite pour les autres. On va faire des tests paramétrés alors, idéalement, ici, je pourrais utiliser mon updater. Ouf. Updater. Update quality, je lui passe notre item. Donc, item. Ouf. Et je vire ce truc-là. OK. Donc là, par contre, il faut que j'exécute mon Golden Master. Parce que j'ai modifié un truc sur Golden Master. Donc j'ai un test qui exécute tout au-dessus. Ça, c'est une configuration que je me suis faite qui exécute tout ce qui est dans le truc. Et donc, on voit que j'ai mon Golden Master qui est toujours valide et mon updater qui est bon. Par contre, il y a un truc qui est rigolo ici, c'est que vous voyez le Quality Updater Test, il a mis 10 millisecondes.
le Golden Master, il a mis 1 seconde 73. Donc quand on l'exécute n fois par minute, vaut mieux avoir un truc à 10 millisecondes qu'à 1 seconde 73. D'où l'intérêt de petit à petit se débarrasser du Golden Master. Donc on peut s'attaquer au suivant, le backstage pass. Donc là c'est un truc, c'est avec une due date, en gros, un truc qui expire. Ça augmente en qualité. Si c'est à moins de 10 jours, ça augmente un peu plus. Si c'est à moins de 5 jours, ça augmente encore plus. Par contre, quand on a dépassé le ceiling, la qualité revient à 0. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est un test de type paramétré. Donc, insert test méthode. Donc, c'est expiring items get better and better till they expire. Ouais, bon, mon anglais, c'est la limite de coder en anglais quand on ne parle pas très bien anglais. Et donc j'ai dit que c'était un parametrage test. Donc ça, vous voyez, c'est directement dans JUnit 5 pour ceux qui ne connaissaient pas. Il faut fournir une source. On peut fournir une source en mode CSV avec des séparateurs par défaut. Donc c'est un tableau d'objets, de strings qu'on va lui passer. Donc, on ne va pas lui passer de nom. À chaque fois, on mettra le nom backstage machin. Par contre, on va lui passer un ceiling en entrée et une qualité originelle, et puis une qualité attendue en sortie. Donc, si j'ai un ceiling qui est au-delà de 12 jours, on est large, la qualité n'augmente que de 1 à chaque fois. Donc, imaginons j'ai une qualité au départ de 3, donc en sortie, ça va être de 4. Par contre, si on est entre 5 et 10 jours, on va mettre à 7, la qualité au départ, si on prend 3, eh bien, elle va être augmentée de 2, donc elle va passer à 5. Si on est à 3, vraiment on est proche de la... Allez, on va mettre 2. Si elle est à 3 au départ, elle va être à 6. Par contre, quand on atteint 0, la qualité 3 au départ, elle va être à 0 à la fin. Bon, là, je vais pas vous l'exécuter, vous allez me croire sur parole. Je prends le code bêtement tel qu'il est ici, et du coup, non, je vais pas le mettre ici. Faut d'abord écrire le test, en fait, c'est pas idiot. Donc, j'ai dit, c'est un item updater. Donc, c'est expiring item updater, expiring item quality updater. Je suis pas avare en lettres. Donc, et oui, mais du coup, il faut que je lui passe des propriétés. Donc, ce qu'on passe en entrée, c'est un ceiling, c'est une qualité originale, original quality, et une expected quality à la fin, en sortie. Expected, ou alors quality after update. Ok, donc lui, je vais lui faire un item.update quality de mon item qu'il faut que je crée, du coup. Item backstage. Le nom, je ne le sais plus. Après, on s'en fout du nom presque, parce que ça pourrait être autre chose que le backstage pass concert. C'est juste pour garder un peu de cohérence dans mes tests unitaires que je mets un vrai nom. Par contre, j'ai dit qu'on lui passait le ceiling d'entrée et l'original quality d'entrée. Et donc, quand on fait l'update quality de notre item en question, de notre backstage pass, alors en sortie, on a la qualité attendue. Je l'ai appelé comment? Quality after update, en tout cas. After update. D'ailleurs, c'est pas joli. C'est after update que j'avais dit. Et donc, c'est égal à l'item. Enfin, il s'appelle pas item, il s'appelle backstage. Get quality. Pouf. Là, ça passe pas parce qu'il n'existe pas mon truc, donc je le crée. Pouf. Voilà. Il lui montre sa méthode. Je lui mets sa méthode. Et là, j'ai dit que je le copiais directement parce que vous me faisiez confiance. Ok. D'accord. Des fois, le CTRL W a ses limites. Paf. Oh, il m'a surpris là. C'est cool. Sauf qu'il s'appelle pas Cheese, c'est ça qui est idiot. Donc lui, je vais l'appeler expiring item.
item. Mais ça veut dire que dans l'item updater, il a appelé cheese, alors que là, je ne veux pas le nommer cheese, je veux le nommer item. J'espère qu'il ne va pas me le changer dans... non, je ne veux pas de... Non. Okay. Je ne l'ai pas changé ailleurs. Je l'ai pas changé ailleurs. Du coup, je rejoue mes tests d'ici. Si je reviens en haut, Ctrl+Shift 10, je joue juste les tests de ça. Ok, ça passe. Et après, je veux jouer tous mes tests. Shift 10, tous mes tests. Mais j'ai pas changé le Guilty Draws, donc normalement ça devrait passer. Mais par contre, je vais le changer maintenant. Paf, paf. Et ici, je vais remplacer le code par celui-là à peu près, mais pas tout à fait celui-là. Et là, il me fait chier. Donc, je lui ai dit Expiring Item Updater. Et ce que je vais faire, c'est dès maintenant déclarer mon truc en dehors du switch. Je le mets à nul. Mais parce que ça va me servir plus tard. Trust me, I'm an engineer. Du coup, si je rejoue mes tests comme ça devrait fonctionner. Comme je vais pas, là je sens que vous êtes en train de décéder. On va arrêter le TDD. Par contre, on va juste créer les deux autres updaters. Tac. Il n'y a pas une add implementation? Generate? Non, il ne veut pas? Ok. Bon, on va faire du copier-coller. Parce qu'on aime le copier-coller. Vous n'aurez rien vu. C'est pas enregistré, tout ça. Donc, Legendary Quality Updater. Ok. Ben, lui, vous savez quoi? Il fait rien dans son update quality. Attendez, là, vous n'y voyez plus rien, c'est ça? Et donc, son truc, c'est pas du cheese, c'est du Legendary. Et là, je vais copier-coller ce qui est fait dans le code, c'est-à-dire un commentaire. Voilà. Je vais faire pareil pour le dernier. Donc j'ai dit que... Attendez, on va reprendre le cheese et on va faire le default. Quality updater, pouf. Tu peux pas faire une méthode par défaut sur interface? Si, tu peux faire ça, effectivement. Mais c'était prévu pour plus tard, pour le test de 11h du soir. Non, c'est possible, effectivement. Mais tu as quand même besoin d'une implémentation, parce que si tu fais une classe anonyme, tout ça, ce que je veux, c'est quand même avoir une instance d'updater dans mon code. C'est ici, dans mon Guilty Draws, je veux une instance d'updater à chaque fois. Et donc, si je fais une implémentation par défaut, il faudrait quand même que j'ai une classe phi qui, elle, serait vide sans aucune implémentation. Alors, je l'ai fait dans le cas où j'ai fait aussi le sell-in. Je voulais... Ouais, parce que... Ouais, bon, je l'ai fait aussi et ça marche aussi. Effectivement, les méthodes par défaut, à partir de Java 8, je dirais, sans doute. Du coup, le Legendary, il faisait rien. Et là, j'en ai pas copié un autre default quality updater. Il faut que j'aille chercher la logique de Guilty Draws, qui est ici, qui est la dernière. Tac. Et je le mets dans le Legendary. Non, pas dans le Legendary, dans le default quality updater, c'est lui. Tac. Je vous mets un truc qui s'appelle pas cheese. Et là, pour le coup, il s'appelle vraiment item parce que c'est le comportement par défaut. Et du coup, je peux enfin basculer ici. Ici, je vais remplacer par le Legendary. Ici, je vais remplacer par le Default Quality Updater. Si je joue tous mes tests, je vérifie que j'ai rien pété. Ça me permet, c'est cool, mon Golden Master tourne toujours et mon Item Quality test tourne toujours. Ici, en gros, le Update Quality, on le fait à chaque fois. Donc, on pourrait le supprimer et le faire par défaut. Ici, c'est en dehors du switch. Tac. Et en gros, le switch, là, c'est pour récupérer l'updater. Tout ça, c'est pour récupérer l'updater. OK. Petit Item Updater, bon, on va l'appeler comme ça pour l'instant.
Et donc, update it quality, on me donne d'abord l'updater et après j'update la quality. Je peux faire la même chose pour le sell-in, on verra si on le fait, mais je pense pas qu'on va le faire. Par contre, ce get item updater, finalement, j'ai toujours un switch. C'est pas faux. Vous allez me dire, c'est pas faux. Déjà, je vais reformater. Non, il ne fait rien en reformatage. Si. J'ai un switch, mais qui est un switch en gros qui sert à me créer, à me fournir un objet. C'est une sorte de factory pour créer des objets, sachant que en JDK 12 il y a le switch qui permet de faire des returns, enfin de faire c'est ça le mot que je cherchais. Du coup, je peux, en gros, mon updater, c'est égal à ce qu'il y a dans mon switch. Là, évidemment, j'ai tenté des trucs un peu amusants, c'est-à-dire que je suis passé sur le JDK 12 que j'avais jamais testé et j'ai upgradé ma version d'IntelliJ au dernier moment. Donc, j'ai eu quelques surprises. En fait, là, il considère que le fait de pouvoir avoir les switch expressions, c'est en preview sur JDK 12. Admettons. Je lui dis, vas-y. Sauf que ce truc-là, ce qui est rigolo, c'est qu'une fois que j'ai mis ça en place, mais ça me casse la couverture de test. C'est-à-dire que je ne peux plus exécuter la couverture de test. Donc, c'est pas cool. Du coup, en JDK 12, le fait, c'est que les cases, vous pouvez directement leur appliquer des lambda. Et en gros, on oublie les breaks. En gros, plutôt que de faire un bloc, enfin, on peut faire des blocs à l'intérieur, mais on définit une lambda qui va directement donner le résultat qui sera mis dans l'affectation. Je ne sais pas si ça vous parle ou il y a des gens qui sont perdus. Non, c'est limpide. Du coup, on n'a plus besoin du return. Par contre, il faut fermer le switch. Et notre updater, on va faire un return directement. Voilà. Donc ça, c'est une des manières de faire. Effectivement, c'est un peu plus léger et c'est assez explicite. En gros, j'ai besoin d'un updater. En fonction du nom de mon item, eh bien, je vais avoir un updater en particulier. Donc ça, c'est pas mal. L'autre option, c'est de faire une enum. Moi, c'est beaucoup ce que je faisais avant parce que j'aimais pas les switches. Je redis, le switch c'est souvent une invitation à faire du refacto et à faire du polymorphisme, surtout si le switch apparaît à plein d'endroits dans le code. Si vous avez plein d'endroits dans le code où vous avez le switch avec les mêmes comparaisons, c'est toujours le même champ qu'on compare avec les mêmes valeurs, il y a moyen qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle valeur qui arrive dans le truc, il faut aller dans chaque switch où c'est utilisé pour modifier le code. Et c'est ça qui est pénible, c'est que votre code est couplé, il y a une modification a un impact à plein d'endroits dans le code. Et ça casse une des règles d'Uncle Bob. Donc, c'est pas bien. Du coup, souvent, quand on a ça, le switch, on va essayer de le remplacer par du polymorphisme. Une des manières, ça serait de faire une enum. Mais je pense qu'on va pas le faire. Enfin, sauf si vous avez vraiment vous ennuyez. Mais c'est une solution. En gros, on ferait un extract de chacune des constantes ici. On pourrait le transformer en enum. On aurait une hbri, un backstage, machin, un sulfura. Et pour chacun des éléments de l'enum, on lui dirait quel est l'updater associé. Donc, on peut le faire par constructeur ou par constructeur de l'enum parce qu'on peut faire des enums avec constructeur où on leur donne des éléments. Et après, on aurait juste à passer le nom de notre composant. Il va chercher l'enum correspondante on parcourt la liste de l'enum, on fait un filter sur le nom, on fait un find first or as default, par exemple. Et après, à partir de là, comme chaque enum était associé à un updater, on lui file l'updater et du coup, dans le code, ici, on n'aurait plus jamais aucun switch, aucun if, parce qu'on aurait la même chose dans l'enum pour le sell-in. On aurait, donne-moi le sell-in, mais tous auraient le sell-in par défaut, sauf Sulfura qui aurait un sell-in qui fait rien. Qui aurait un updater de sell-in qui fait rien. Je pense qu'on va s'arrêter là, mais si on regarde le Gilded Rose maintenant, il est moins dégueulasse qu'avant, il exprime un petit peu plus le métier. En gros, le Gilded Rose, son boulot, c'est de mettre à jour des items. Pour chacun des items qu'on lui passe en entrée, il met à jour la qualité, il met à jour le sell-in. La qualité, on a déporté le service qualité à un updater en particulier. On a utilisé une interface et des implémentations en fonction du type de nos éléments. On s'est même permis de faire un petit switch pour type JDK12 pour se la péter.
Ensuite, on a le cell-in, il faudrait faire la même chose pour le cell-in. Et l'idée, c'est que quand on a un nouvel élément qui arrive, on a juste à remplacer le truc ici et définir la nouvelle implémentation de mise à jour de la qualité pour notre nouvel élément. Ou potentiellement, c'est le même type de... Si ça se trouve, ici, on pourrait rajouter un case sur la mimolette vieille, quoi. Et c'est toujours le Cheese Quality Updater qui est utilisé pour elle. Donc si on a des nouveaux éléments, alors qu'avant, dans les if complètement imbriqués, si vous vouliez ajouter même un truc qui avait le même comportement, mais partout où vous aviez if hbri, il fallait if hbri ou machin, et après extraire dans une méthode à part, et etc. etc. Donc on a gagné en qualité en s'appuyant surtout sur notre IDE. Je vous promets, j'ai rien contre Eclipse. Je l'ai utilisé pendant 15 ans et j'ai utilisé Emacs pendant 5 ans avant. Donc par contre, on a des outils qui, parce que Eclipse, 90% des refactoring que j'ai fait là, ils y sont dans Eclipse. Et le multiselect, l'extract method, tout ça, ça y est. Ils ont peut-être pas le presentation mode pour faire les malins en conf, mais ils ont plein de choses intéressantes dans Eclipse. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle version de NetBeans qui était sortie, on ne sait jamais, soyons fous. Non, je ne sais plus si c'est NetBeans ou... Non, il y a un truc qui est sorti juste hier. Si tu fais du JavaFX... Je plaisante. Arrêtons de troller. Non, il faut s'appuyer sur l'IDE. La technique du Golden Master, c'est hyper cool. Là, c'est vraiment des conditions assez faciles parce qu'on a des entrées-sorties qui sont assez bien démarquées. Mais avec des frameworks comme Approval... Si on arrive vraiment à intercepter les trucs à l'extérieur de notre système et en considérant notre système comme boîte noire, ça peut le faire. Je l'ai fait dans certains cas et ça marche bien. On peut faire de la sérialisation en JSON, même en XML, des trucs en entrée, des trucs en sortie. Approval, il est capable de... sur certains. Le problème, c'est quand on a des ID. Là, tout de suite, ça devient plus chiant. Mais on peut mettre dans les fichiers qu'il va vérifier que certains bouts de trucs sont pas à comparer, ce qui permet de pas être emmerdé par les choses qui sont changeantes, même quand on réexécute les mêmes tests. Effectivement, quand on a du code dont le comportement varie en fonction de la date, là, c'est plus compliqué. Mais on est obligé de faire d'autres choses. Mais je le redis, la technique du Golden Master, elle n'est pas pérenne dans le temps, elle n'est pas faite pour être maintenue dans le temps. Le Golden Master, son objectif, c'est de disparaître pour être remplacé petit à petit. Là, en fait, ce qui me resterait à tester, c'est ce petit fort-là. Si j'avais continué mon TDD sur cette partie-là et si j'avais fini sur cette partie-là, le dernier truc à tester, c'était ce fort et les méthodes internes de item qui sont pas non plus extraordinairement compliquées à tester. Il n'y a pas beaucoup d'algorithmes dedans, il y a un peu de if et encore vraiment pas beaucoup. Donc faire des tests qui couvrent l'entièreté de mon code, ça serait beaucoup plus simple. Donc finalement, pour atteindre une couverture maximale, ça n'aurait pas été si compliqué et j'aurais pu me débarrasser de mon Golden Master à la fin. J'aurais pu aussi faire du mutation testing, mais j'ai pas réussi à le faire tourner. Voilà, j'ai terminé. Sauf si vous voulez qu'on continue à coder, mais je pense que vous en avez marre. Eh bien, je vous remercie.